Cindy Feltz de Yak. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien? Je suis content de te parler aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ben oui, ça me fait plaisir. Cindy, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas tout le temps sexy, mettons, avec les SaaS, mais ô combien important, parce que quand la cybersécurité prend le bord, il n'y a pas grand-chose... c'est comme avoir... C'est le seul problème que tu as. Une fois que ça pète, ça va être ton plus gros C'est un problème bon forever. moyen de le dire. Et je comprends pas remplir des documents Excel et répondre à des critères pour des normes, etc. Je trouve ça super sexy, perso. Joke, no. Ouais. Right. Fait que là, aujourd'hui, ton chapeau principal, tu représentes Yak. Fait que Exactement. tu peux juste te présenter rapido puis nous expliquer qu'est-ce que c'est Yak, dans le fond. Yes. Yak, compagnie de cybersécurité spécialisée dans le volet offensif, parce que justement, on n'aime pas le côté pas sexy de la cyber. Nous, on se focus sur le côté sexy, qui est la portion hacking. Donc, mon partenaire aime dire qu'il a la meilleure job du monde. Il est payé pour hacker des entreprises. Je précise à leur demande que dans les 5 à 7, je me suis fait reprendre une couple de fois où les gens croyaient qu'on hackait de façon random en ligne et qu'après, on demandait de l'argent pour les rapports. D'une, éthiquement bof, et en stratégie d'affaires, je pense qu'il y a mieux à faire. Tu te fais payer après, tu fais l'effort. Donc Alright. on aide pas mal toutes les entreprises, surtout les PME. Là, je vais me focaliser aujourd'hui plus sur le volet web, mais justement tout ce qui va être application SaaS. On peut faire du réseau interne, des IP, des applications mobiles, etc. Mais aujourd'hui, on va surtout parler du volet applicatif, vu qu'on est à SaaSpace. Et on a parti ça en 2023. On a fêté nos 2 ans il y a 2 week-ends. Oh, Donc ça va crime, super bien. bon anniversaire, un peu en retard. Merci. Un C'est employé cool. depuis le mois d'août l'année dernière et ça roule bien. On est bien content de C'est malade. notre avancée. Puis, toi, t'es à Québec, puis Nick est à Ouais. Montréal. C'est quoi le split, c'est ça? Saint-Jean-sur-Richelieu OK. et Jacob à Trois-Rivières. OK, nice. Fait que vous êtes comme... vous êtes distribués dans la Ouais, on va devoir faire province. des critères de recrutement spéciaux. Faut que tu dans une nouvelle ville à chaque fois. C'est malade. Ça serait malade. Puis là, OK, fait que là, vous aviez chacun, toi puis ton partner, ton co-founder, vous avez chacun un background en cybersécurité, c'est ça? Oui et non. En OK. fait, oui, parce qu'on n'a pas lancé YAG de rien. On s'est rentré dans une ancienne entreprise. On a travaillé tous les deux. Lui avait bâti ce qu'on appelle la pratique Red Team, justement. Donc, l'exercice de trouver les outils, de Ouais. créer l'offre de service, les rapports, il avait déjà fait ça. Et c'est moi qui l'avais recruté. Moi, je m'étais occupée des ventes, du marketing, des RH, etc. Dans une autre start-up. Mais auparavant, moi, j'ai un hôtellerie-restauration. Nicolas était entrepreneur dans plein d'autres domaines. Il aime se décrire comme l'entrepreneur tech inversé. Il a d'abord été entrepreneur. À 19 ans, il peignait des decks avec une petite compagnie de même. Il a sorti sa première petite compagnie. Et il a découvert la tech par la suite. Et Malade. même si des fois, il y a des gens qui vont être genre, hey, vous n'avez pas fait 10-15 ans d'expérience en cybersécurité, je trouve que cette expérience, justement, d'avoir touché à autre chose que de la tech pure, ben, quand on conseille des clients, qu'on fait des rapports, on a la business logique. On sait qu'on Mhm. parle pas juste cybersécurité, on comprend où est-ce que la business s'en va, c'est quoi ses enjeux. Ce qui Ouais, peut des fois manquer quand on est trop dans le technique. ouais, je pense que exactement, la sécurité, elle s'inscrit dans une vraie business avec des vraies parties prenantes, des vrais problèmes, puis elle n'a pas juste ça à nailer, mettons, sa Il n'y a pas un cybersécurité. entrepreneur qui s'est lancé en affaires en disant moi je vais gérer que de la sécurité, les ventes c'est pas mon problème, les RH c'est pas mon problème. Non, c'est Exact. un autre problème qu'ils ont sur la pile de tous leurs autres problèmes. Puis, la raison pour laquelle vous avez décidé de vous lancer, mettons, en affaires, puis lancer Yak, carrément, c'était quoi la motivation? Ça part comme beaucoup de business où à un moment donné on discutait, on prenait une bière et c'était genre on va se lancer en affaires, me starte pas et 3 semaines après on se dit que c'était une bonne idée. C'est le comment, mais c'est qu'on est tous les deux entrepreneurs dans l'âme où Nicolas l'a déjà été, moi j'ai toujours voulu avoir ma business. OK. On avait quand même travaillé 3 ans ensemble, même vision, même valeur, on voulait faire la même chose. Fait que ça a comme germé de même et c'est qu'on veut prendre nos décisions, on a une vision de comment livrer la valeur qu'on a qui est assez particulière et on voulait pouvoir le faire. S'enlever de carcan corporatif, travailler dans des grandes compagnies, la liberté de le faire et avoir un impact pour vrai. Si je te le résume, ce serait pas mal ça. Malade. Puis, j'ai le goût qu'on rentre dans le concret, là, pour, Let's go. entre autres pour les SaaS qui écoutent, là, fait que, comment tu dirais que vous aidez les SaaS, là? C'est-tu Red Team, test de pénétration, cybersécurité offensive, tu sais, c'est-tu ça les mots-clés, genre? Ouais, c'est les Explique. mots-clés. Mettons que, avant tu parlais, qu'on parlait du pas sexy des certifications, on va prendre une compagnie et l'emmener jusqu'à la certification tout seul. Nous, on est vraiment spécialisés, on va réaliser le test d'intrusion qui est requis là-dedans. Le pourquoi, c'est qu'on veut justement rester, comme dit, auditeur et pas être trop impliqué dans ton application pour pas que justement on audite ce qu'on fait. Ça pourrait créer des conflits d'intérêts.
Mais par exemple, on a beaucoup de clients justement en applicatif. J'aimerais te dire que mes clients m'appellent parce que la sécurité, c'est primordial et que c'était à l'ordre du jour dès le début. Ça arrive, mais souvent, c'est un élément extérieur qui vient déclencher ça. Donc Comme. souvent, ils ont des enjeux, de certification, SOC 2, ISO Ouais. 27001. On en parlait souvent dans les pods avec les compagnies. Ouais. TGV quand tu es en santé à Québec. Ok. Donc Je souvent, sais il pas y a c'est un quoi, requis. ça. On en parlera plus tard, Ouais, mais pas c'est trop. une certification dans la santé. Ça peut être tes clients qui te challenge. Ok, je veux ton app, mais je veux que tu me garantisses qu'elle est sécuritaire. Investisseurs également. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de moyens de faire affaire quand tu as des données clients si tu n'as pas une preuve que ta ton application elle est safe. Ok. Donc nous, on Fair vient enough. t'aider à prouver ça. Et quel est le meilleur moyen de prouver qu'une application est sécuritaire que d'essayer de la hacker pour vrai? C'est un bon moyen de le valider. Fait que les certifications de sécurité ou de compliance dont on entend souvent parler, Ouais. t'as des SaaS qui vont aller chercher ça pour aller chercher les plus gros clients, lever du financement, Exact. peu importe la raison. Puis au sein de ces certifications-là, souvent il y a des tests d'intrusion ou de hacking, un petit peu comme vous faites, Exact. c'est ça? Exactement. C'est pas une Ok. généralité absolue. Je sais que dans certains cas, tu n'as pas l'obligation de le faire. Ok. Dans certains cas, ça va être extrêmement clair de ton auditeur si tu dois le faire. Mais oui, souvent, c'est un requis. Et plus qu'un test d'intrusion, si le test d'intrusion est validé que les correctifs ont été appliqués aussi. Et c'est un exercice qui continue, il faut que tu en fasses tous les ans en général, pour montrer justement que keep going, puisqu'on s'entend qu'une application SaaS, ça évolue, tu releases constamment, et de valider que la sécurité est là. Il y a aussi des failles qui étaient peut-être pas là l'année dernière qui vont être présentes. Ouais. Donc c'est vraiment d'aller valider c'est ça. Fait que c'est pas juste un one-shot deal une fois pour une certification. Souvent, c'est ongoing, genre t'assurer de l'hygiène ou de la santé, de la sécurité. Même des clients plus matures qui nous font faire des tests continus. On a un gros test par année avec le beau gros rapport complet pour justement la certification. Mais ils vont nous contacter. Hey, j'ai un release d'un feature qui est vraiment important et peut-être sensible. Peux-tu le vérifier s'il te plaît? On embarque, on teste, on utilise une plateforme pour les rapports pour justement aussi gérer cette problématique-là qui est pas le fun, les PDF. Ouais. Donc, on trouve les vulnérabilités, ils ont une notification, ils corrigent, ready to retest, on a une notification, ongoing, let's go. Même des intégrations nice. Jira qui existent. On a vraiment essayé de rendre le processus le plus fun possible parce qu'il y a personne qui aime les rapports. Ouais. Fait que ma prochaine question, c'était à quel stade, mettons, de croissance est-ce qu'un SaaS ou une startup tech pourrait vous contacter ou investir dans un test d'intrusion? C'est-tu quand il y a une étape ou un moment critique ou genre n'importe quand? Comment tu vois ça? Ça dépend. C'est sûr que dans notre merveilleux monde des licornes, je dirais, dès que tu lances ton application, qu'elle est suffisamment prête avant d'aller en commercialisation, va la tester. C'est sûr. Après, la vie n'est pas toujours dans le monde de licorne. Je dirais que ça va dépendre de c'est quoi ton domaine d'activité. Si tu es dans des domaines sensibles comme le financier, la santé, etc., tu vas avoir de la misère à même aller au marché si tu n'as pas capacité de prouver que ton application est sécuritaire. C'est que eux, malheureusement, je sais que les fonds ne sont pas encore rentrés, donc là, c'est un enjeu. Si tu as dans des domaines un petit peu moins touchés, ça se peut que tu puisses attendre. Le plus tôt est le mieux, et je le dis pas uniquement d'un point de vue que je vends ma business, là c'est... On en parlera plus tard, mais souvent il y a des fixes, que si tu les fixes avant d'être en prod avec full de data, ils sont relativement faciles. Quand tu veux faire des corrections, alors que ton application elle a déjà 3-4 ans, et qu'il y a des choses qui sont vraiment plus... des problèmes d'architecture dans ton app, ça va être plus de job aussi après de le corriger. C'est un peu une question de noob, mais en même temps, il y a plein de monde comme moi qui sont pas techniques, des co-founders ou des décideurs en SaaS, mais peux-tu faire ça à l'interne, mettons, un test d'intrusion? Alors, tu pourrais avoir ton équipe à plein temps. Par exemple, tu prends les très gros joueurs, les banques, etc. Ils ont des équipes d'offensive à l'intérieur. Mais si tu as de la misère à vouloir investir dans 10-15 000 $ par année pour un test d'intrusion, bon courage pour payer plus de 100 000 par année à un expert en test d'intrusion dans ta startup. Il y a cet enjeu-là. Et dans tous les cas, quand tu vas être arrivé à une conformité qu'il faut que tu montes patte blanche à quelqu'un d'extérieur, ça te prend un test d'intrusion extérieur. Ok, c'est ça. C'est comme si tu auditais tes propres comptes bancaires, tes résultats, etc. Et tu dis, hey, tout est beau, check, je l'ai fait moi-même. Ça passera pas là. Ça te prend quelqu'un d'extérieur à ça. Puis, mettons qu'on essaie de ramener ça dans l'explicite puis le concret. Ouais. Y a-tu un exemple où, mettons, un rapport de penetration test d'intrusion, ou quelque chose dans le genre aurait débloqué une vente majeure ou une certification majeure pour un de vos clients ou une startup qu'on connaîtrait?
Ça arrive souvent. Après, tu peux imaginer que je signe beaucoup de NDA par jour, donc il y a peu d'exemples que je peux donner. Il y en a un que je vais me permettre de parler parce qu'il y avait un post LinkedIn qui a été fait par cette entreprise-là, fait que, I guess, que j'ai son autorisation. C'est Kerway, qui est passé d'ailleurs dans un podcast, où j'avais rencontré Marie un 5 à 7 du camp à Québec, genre il y a 2-3 ans, et elle était au début de Kerway, je lui avais parlé de TGV, en disant hey, tu vas à la santé, elle connaissait pas la certification, elle s'est renseignée, ils ont très tôt dans leur processus commencé à faire la job pour avoir la certification, que c'est une grosse certification, elle demande beaucoup de travail, je demanderai à son équipe, ils sont encore en PTSD je pense, ils l'ont eu il y a quelques mois, juste avant qu'ils annoncent leur acquisition. Okay. Et elle me disait en plus qu'ils ont commencé tôt dans le process. Ça les a aidés beaucoup justement à travailler avec le MSSS. Tu ne peux pas travailler avec le MSSS, tu ne l'as pas. C'est simple. Ok, là, tu me dis une couple d'acronymes que je vais être sûr que moi et que tout le monde comprenne. Fait que TGV, c'est une certification spécifique au monde de la santé, c'est ça? Ouais, c'est une certification du MSSS en cybersécurité pour tout ce qui va être applications qui vont être déployées dans les structures de santé gérées par le MSSS. Puis le MSSS, c'est le ministère de la Santé et Sécurité. Ok, c'est bon. Puis Kerway, pour ceux qui connaissaient pas déjà, là, mettons, Marie Lavoie est venue sur le pod, puis vous pouvez aller voir, mais c'est de la transcription, un assistant IA pour médecin professionnel de la santé, on pourrait le dire comme ça peut-être? Ouais. Ça fait du sens, ok, cool. Comme elle me disait aussi, c'est comme ils s'y sont pris vraiment tôt dans le processus, ils sont les seuls qui ont un agent script, justement, AI dans la santé, qui a la certification TGV, fait que là, le market, il est open. Leur compétition n'a pas la certification TGV, fait que... Puis ça, c'est quelque chose qui est... Mettons, vous, la partie offensive ou Red Team, c'est une de plusieurs choses à faire dans une certification comme celle-ci, c'est ça? Oh oui, c'est un gros processus. Il y a beaucoup de volets forcément conformité et gouvernance aussi qu'il va devoir mettre en place avec des politiques, etc. Prouver qu'il y a des bonnes pratiques qui sont en place, etc. Okay. Et c'est pas juste le Québec. Quand tu es dans la santé, si tu veux aller vers les États-Unis, c'est HIPAA qui est obligatoire. Oui. Donc des fois, c'est même pas une question de carte à jouer pour sortir du lot, c'est que t'as pas le choix. Si t'es dans ce domaine-là, c'est que si t'as pas ces certifications-là, tu ne rentres même pas en business. Puis c'est des choses qui, tu sais, je suis curieux, je sais pas si t'as des chiffres en tête, mais que ce soit un SOC 2 ou là, dans le cas de la santé, un TGV, c'est-tu des choses bien dispendieuses en argent, en temps pour les SaaS, les startups? Ouais, malheureusement, souvent, il y en a qui vont me dire que j'ai tort, mais j'ai entendu des chiffres dans les 50 000 pour du SOC 2, par exemple. TGV, j'ai aucune idée. Après, il existe avec Prompt, il y a des programmes de subvention quand tu veux aller chercher ce genre de certification-là. S'il y a encore des fonds disponibles, ça je ne sais pas. Et aussi, placement produit d'un produit que je ne vends absolument pas. Mais un des montants qui ressort souvent dans les certifications, c'est les applications qui te permettent de le faire. Justement, d'autres SaaS, Drata, Venta, on les entend souvent. Et il y a Trust Cloud qui m'avait targeté LinkedIn. Et eux, ils offrent l'accompagnement SOC 2 gratuitement pour les startups si tu prends la base. Au début, j'étais un petit peu... Tu sais, quand c'est gratuit, tu te méfies. Mais j'ai parlé à quelqu'un qui utilise la version payante, qui était content du produit. Et à un moment, j'avais parlé à quelqu'un de leur équipe qui m'avait dit qu'ils le font un peu la Cloudflare. C'est que embarque quand t'es petit, on va t'aider gratuitement. Et bon courage pour sortir d'une plateforme de conformité. Une fois que tu grossis, après, tu vas payer. Ça peut sauver du cash à certains Trust Cloud. C'est quand même une application qui peut te permettre de sauver de l'argent. Parce que plus tu es bien préparé avec ces plateformes-là, plus tu sauves de l'argent quand tu te fais auditer pour vrai. Oui. Parce que le temps d'audit est beaucoup plus rapide dans une plateforme que s'il faut que l'auditeur vienne à la main chercher tous tes Excel. Donc ça peut aussi te sauver du cash sur le prix de ton audit à la fin. Ouais, makes sense. Puis ça, c'est Trust Cloud que ça s'appelle? Ouais. Je connais pas, c'est une plateforme genre d'info numérique? C'est comme Venta, Drata et toutes les autres plateformes là qui existent. On a commencé à en avoir un bon paquet en conformité. Oh, ok. Je l'ai jamais joué, mais je donne juste ce cue s'il y en a qui veulent checker ça. Les gens peuvent faire leur propre recherche aussi par rapport à ces J'ai pas mis IAC Sample. Je les rends pas, j'ai aucune affiliation. De toute façon, 0 x 0, ça fait 0. Mais... c'est bon. Mais j'en ai entendu parler, fait que je pense que c'est un bon cue pour les startups. Puis, comment, mettons, si t'avais à te positionner versus les firmes classiques de cybersécurité ou plus traditionnelles, c'est quoi qui vous différencie, vous autres, chez IAC? Déjà, le fait qu'on est extrêmement spécialisé, veut pas, ça nous aide dans notre expertise. On n'a qu'une seule chose à livrer, fait que tous nos outils, on peut investir davantage.
toute la formation, l'expertise, tout est focalisé sur une seule chose versus quand tu fais tout et faut que tu essayes de contenter tout le monde avec tes produits. Je te dirais aussi qu'il y a un gros volet sur l'approche. C'est qu'on est nous-mêmes des entrepreneurs. Là, j'ai parlé d'une différence qu'on voit avec les startups. Comme dit, on sait que la business qu'on aide n'a pas vocation de faire de la sécurité. T'as d'application SaaS, ton but, c'est de vendre tes licences, de scaler, etc. Et on en tient compte aussi dans nos recommandations. On n'est pas bête et méchant de voici la recommandation, tu dois l'appliquer coûte que coûte. On s'en fiche que c'est irréaliste, on peut vraiment prendre le temps de là-dessus. On brainstorm beaucoup avec les équipes. Oui, on n'implémente pas, mais on aime ça challenger les devs. Mes gars, c'est des devs aussi, fait que des fois, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Comment est-ce qu'on peut optimiser des choses? Des fois, c'est pas des vulnérabilités, mais on a quand même un dossier screenshot qu'on passe à la fin de la remise du rapport. On dit, hey, on a vu telle affaire, on se demandait pourquoi vous faites ça. Il me semble que ça pourrait potentiellement créer un problème et on brainstorm. Puis comment vous rentrez dans une business quand elle a, mettons, d'autres besoins en cybersécurité que vous avez décidé de ne pas adresser, mettons, parce que vous vous êtes spécialisé sur l'offense? Est-ce que vous avez des partnerships ou des bonnes relations avec d'autres firmes ou produits de cybersécurité? Okay. On veut pas se commettre, etc. et dire qu'on est des revendeurs, mais après, j'aime pas dire non à un client, arrange-toi avec tes troubles. Fait qu'on sait qui référer, dans quelles circonstances. T'as besoin d'un V-CISO, par exemple, qui va t'encadrer un peu de sécurité. Tu sais, je peux te donner 3 compagnies en qui j'ai vraiment confiance, et dépendamment du sujet. Fait qu'on essaie de trouver les bonnes personnes autour de nous. Et j'aime ça, l'effet aussi communauté, écosystème. OK, nice. Puis, souvent, t'as mentionné que certaines firmes vont pousser ou juste, tu sais, je pense, vendre leurs propres produits, puis c'est correct. J'essaie juste de comprendre, toi, si t'as pas développé nécessairement ton propre produit pour différents trucs, tu dois quand même en recommander certains produits ou applications au niveau de la sécurité. Absolument. Fait que comment tu fais pour... donne-moi un exemple de ces produits-là, puis comment tu fais pour être impartial puis éviter le conflit d'intérêts, mettons? Déjà, comme dit, si on les revend pas, j'ai pas d'intérêt financier à te recommander un produit parce que j'ai pas de pourcentage dessus ou je ne marche pas là-dessus. Nous, on va vraiment essayer quand on pousse un produit, on y croit. Je vais donner des exemples. Par exemple, 1Password, on est des évangélistes de ce gestionnaire de mots de passe. Déjà, tout le monde devrait avoir un gestionnaire de mots de passe. Tu peux pas gérer tes passwords si tu n'as pas les outils pour. Fait que 1Password est canadien, ça vient avec des coffres famille, etc. Et on trouve que le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Et hormis la sécurité, le volet UX aussi, c'est quand tu vas sur ton cell, c'est vraiment bien implémenté. Cloudflare, on n'a aucun intérêt à les vendre, mais on les pousse énormément. Mettez vos apps derrière Cloudflare, utilisez le Zero Trust, c'est gratuit jusqu'à 50 users. Have I been pound pour savoir si votre courriel, même votre domaine est dans des breaches, c'est gratuit. Il y a plein d'outils en ligne gratuits qu'on va pousser. Même pour donner, j'ai une page ressources. Des EDR, on va dire lesquels on pense qu'ils sont bons. Sentinel-1, CrowdStrike, c'est vraiment des très bons outils. Excuse-moi, c'est quoi EDR? C'est les antivirus sous stéroïdes. On va les appeler aujourd'hui. Il y a les EDR, les XDR, les MDR. OK, mort de rire, MDR. Super. Managed Detection and Response. C'est bon. Fait que ce que je comprends, c'est que justement, il n'y en a pas de conflit d'intérêt parce que vous n'êtes pas enrôlé sur un paquet de programmes de revente ou d'affiliate ou de quoi que ce soit, là. Il y a un seul produit AirQuote qu'on revend parce qu'on l'utilise pour nos tests, c'est tout ce qui va être scan de vulnérabilité, qui est la partie automatisée avant le pen test qu'on va réaliser. Et ben nous, forcément, on a des licences parce qu'on les utilise pour nos tests d'intrusion, mais encore une fois, c'est même pas vraiment un produit qu'on vend, c'est plus le service. On va te scanner ton app, on va checker avec toi c'est quoi les vulnérabilités. Il y a un volet service et même sur le coût des licences, on se marche quasiment pas. Oui, on les monte un petit peu parce qu'il faut quand même pas qu'on perde d'argent sur une licence, mais on fait pas du x3. Nous, on a une business de service. Alright. Puis, je pense que une des arguments ou des inquiétudes que les founders ou même des CTO pourraient avoir par rapport à la cybersécurité, c'est que ça pourrait mess up ou genre brouiller un petit peu leur flow, leur cadence de développement puis de mise en production, puis monopoliser du temps de leurs ingénieurs ou de leur team technique. Fait que vous, comment vous faites pour adresser cette concern potentiel-là, mettons? C'est sûr qu'on est limité par rapport à ça. Le premier conseil que je donnerais, je sais que des fois ça ne marche pas avec le cash flow, mais si vous êtes capable de tester avant votre déploiement ou très tôt dans le processus, ça va être beaucoup moins compliqué. Parce que justement, tu n'es pas en prod. Et je donnais un exemple d'une vulnérabilité qu'on retrouve quand même souvent, c'est les ID séquentiels.
Ne faites jamais ça. Les ID séquentiels, c'est beaucoup trop facile de deviner après justement la suite. Si t'as pas encore été en prod, c'est un changement qui est quand même relativement facile. Mais quand ça fait des années que tu roules et que t'as 5000 users sur ta base de données et qu'ils ont tous un ID séquentiel et il faut que tu fasses ce genre de changement, que cet ID est utilisé partout dans l'app, là ça va être long et ça va avoir un impact sur tout le reste. Puis là, pour les gens, mettons, moins tech-savvy, un ID, c'est une série de caractères, que ce soit des lettres... Mettons ton code client, c'est 001, l'autre, c'est 002, le troisième, c'est 003. Et une vulnérabilité, par exemple, tangible, qu'on peut retrouver peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais qui donne une idée du risque du séquentiel. C'est couplé à d'autres vulnérabilités, mais mettons que tu es sur ton compte, tu vas sur ta facture, et à la fin, tu as comme ton lien sas.com/facture 001. Tu tapes 002, c'est pas lié à ton compte, c'est lié à un autre, et là, tu pourrais potentiellement voir la facture de l'autre. Ouais, je te file. Ça prend d'avoir des problèmes d'autorisation aussi, hein, c'est pas juste séquentiel, mais ça donne un exemple justement de où est-ce que ça peut poser problème. Cool. Puis, y a-tu... mettons que tu es un très gros client potentiel pour un SaaS ou même un investisseur. Les rapports de tests d'intrusion ou de pen test, c'est-tu toujours présent? C'est-tu dans une vérification diligente, là, l'espèce de due diligence avant de dire oui, on va investir dans ton SaaS ou on va genre utiliser ton SaaS pour notre entreprise? Dans les acquisitions d'entreprise, en général, malheureusement, non. La sécurité n'est pas beaucoup présente. De ce qu'on voit, plutôt qu'on ne voit pas non plus, mais la sécurité commence à être un critère sine qua non pour les applications SaaS. Parce que par rapport à une acquisition d'une compagnie manufacturière, le SaaS, c'est le produit, c'est la valeur. Fait que s'il est plein de failles ou autre, ça va être un problème. Donc oui, ça devient un gros enjeu. Et aussi, je veux rassurer un petit peu le monde et refaire du pouce sur la question d'avant. Ouais, vas-y. Un rapport va te sortir la liste des vulnérabilités. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que tu corriges absolument tout, sinon ton application, elle ne devrait pas être en ligne. C'est sûr que ce qui va être critique et haut, il faut que tu le corriges. Là, il y a des gros risques pour ton application, mais des fois, on va trouver des vulnérabilités de niveau médium, bas ou même informationnel. Ça, tu peux aussi, les investisseurs, ils sont quand même humains, etc., ils comprennent. Tu peux dire, hey, écoute, ça va prendre du temps, je ne peux pas le corriger aujourd'hui, mais on l'a mis dans la roadmap, le semestre prochain, c'est notre priorité, on va gérer ce problème-là. Ok, ouais. Et si c'est une critique, ça ne marchera pas, mais si c'est quelque chose qui est moins grave, on peut le faire également. Et aussi, des fois, tu peux accepter le risque. Ça peut aussi être, si c'est vraiment mineur et qu'il y a peu d'impact, que l'enjeu opérationnel est supérieur à l'enjeu de sécurité, accepter le risque, c'est aussi une possibilité. Puis, est-ce qu'il y a des différences, des particularités quand tu deals avec soit des clients ou des investisseurs américains versus européens? Les requis vont être pas mal les mêmes, mais c'est plus des préférences. Quand on va vers le marché américain, la norme qui est la plus regardée, c'est SOC 2 type 2. Ok, ouais. En Europe, c'est ISO 27001. Pour arriver à être conforme, on s'entend qu'on parle de sécurité, ils vont pas mal tous dire la même chose, donc tu vas dans le bon sens. Mais dépendamment de si votre stratégie, elle est vers l'Europe ou vers les States, peut-être choisir votre première certification en fonction pour vous aider. C'est ça, parce que c'est pas un cas de tu fais les tests ou les évals une fois puis t'as les deux, le genre, c'est différent, c'est séquentiel. Faut que tu ailles payer pour les deux, faire les deux, etc. C'est sûr que quand on a fait une, ça va beaucoup plus facile d'avoir la deuxième, on s'entend. Mais malheureusement, il n'y a pas de package deal où t'as genre, je veux toutes les certifications en cyber. OK. Puis, quel genre de vulnérabilités qui reviennent le plus souvent dans les mandats récents que t'as fait? C'est-tu ça, là, des trucs comme... des ID utilisateurs trop faciles à deviner, séquentiels, ou y en a-tu d'autres? Il y en a souvent. Ce qu'on va quand même retrouver pas mal, c'est les vérifications côté client versus serveur. Désolé pour les non-tech, mais ça va être difficile de l'expliquer. Celle-là, ceux qui doivent comprendre vont comprendre. Attends, j'ai juste mis une petite liste. Problème d'autorisation, et aussi justement, parce que des fois, on se fait challenger avec un scan versus un test d'intrusion. Un scan, c'est un outil automatique. Il va trouver des versions qui sont outdated ou des problèmes, c'est pas un enjeu. Mais il y a des choses qu'un outil ne vous trouvera jamais, c'est la logique d'affaires. Parce qu'une vulnérabilité n'est pas forcément technique. Par exemple, si quand tu as bâti ton application, ton architecture, notamment pour les autorisations, ça se peut que tu aies fait des misses. Mais c'est pas une erreur en tant que telle, c'est toi qui l'as designé de même. C'est juste que quand tu y repenses, tu fais « Oh, mais ça me crée une vulnérabilité. » Ça peut arriver quand même relativement... T'as-tu un exemple pour rendre ça concret? Pour moi, c'est comme...
c'est des règles d'affaires ou de la logique d'affaires de comment l'information va passer dans ton app ou j'ai de la misère à comprendre. Ouais, c'est un petit peu plus délicat. Donner un exemple, par exemple, l'application est faite pour que moi, je puisse pas me créer un groupe. Enfin, je puisse pas me rendre admin. J'ai pas le droit. Je suis genre user standard. J'ai pas le droit de me rendre admin. Mais j'ai le droit de créer un groupe et là, je pourrais faire un groupe en étant admin. C'est comme la fonction, elle est prévue dans un cas parce que quand on crée quelque chose dans une application, souvent ça répond à un besoin. On est en train de créer une fonction parce qu'on a un besoin, mais on pense pas forcément à comment ça pourrait être détourné. Que nous, ce qu'on fait au final, c'est qu'on utilise mal l'application. Si un user standard utilise l'application comme elle est designée pour, souvent ça va bien. Mais nous, on va regarder comment est-ce qu'on peut abuser ta confiance, par exemple. Intéressant. T'avais fini le... Ouais, sinon après, il y a aussi, pendant les trucs un peu plus classiques et généraux, les messages d'erreur qui sont trop précis. Tu sais, quand on parle ton courriel, mot de passe est erroné, tu devrais pas avoir ton courriel est erroné ou ton mot de passe, ça devrait être générique. Parce qu'indirectement, tu viens de laisser savoir que le compte existait. Donc ça peut être soit un moyen d'énumérer ce qu'on appelle les utilisateurs, ou de faire du phishing ciblé. Oh, il a un compte, je vais lui envoyer un message pour rester dans ses creds. Et les expirations des tokens de session aussi, qui sont souvent mal gérées. Trop longues, ou quand tu log out, c'est pas vraiment log out. Je sais pas les techniques là, mais... C'est fou, hein, la quantité l'espèce de surface d'attaque qu'il y a, genre, dans une app, là, c'est... Et ce qu'on préfère notre dada, c'est les logiques d'affaires, parce que justement, il y a tellement de moyens de mise. C'est pas que les gens sont pas bons, tu sais, tu bâtis des applications tellement complexes, et souvent tu règles un problème, tu vas en prod, quelques mois plus tard, il y a un nouveau problème qui apparaît, fait que ok, comment est-ce qu'on fait ça sans tout mettre à l'envers et recommencer? Tu peux tellement faire de mise, c'est pas une question de compétence, il y a plein de choses qu'on arrive, des fois, c'est genre, pourquoi ça fait ça? Ah, ok, c'est parce qu'il y a 6 mois, il y a eu tel problème, donc ça avait comme été mis, comme on dit aussi, il y a rien de plus permanent qu'un fixe temporaire. C'est un classique, ça. On en voit souvent aussi, cela. Fait que si, mettons, le budget d'un SaaS est serré un petit peu, puis que t'avais à leur dire où commencer pour quand même améliorer leur posture de sécurité, tu dirais quoi, mettons? D'un point de vue applicatif, je vais revenir un peu à la logique d'affaires. Prenez le temps de brainstormer sur papier s'il faut justement à tout comment vous allez penser. Parce que par exemple, souvent justement, on commence petit et après on complexifie, mais une bonne pratique en sécurité quand tu travailles avec différents environnements clients, c'est ce qu'on appelle le multi-tenant. Chaque client a son tenant, tu sépares et ça règle bien de problèmes dans l'avenir. Sauf quand tu commences, t'es pas rendu là. Mais essaye de devenir multi-tenant quand ça fait 5 ans que tu roules et que tu l'étais pas. C'est complexe. On se posait un peu ce genre de questions. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un petit extra de dev au début pour bien faire les choses, prendre le temps de logique d'affaires? Et après en entreprise, j'en parlais tantôt, gestionnaire de mots de passe. Vous n'avez aucune raison de ne pas être sur Cloudflare. Aucune. Et c'est une protection pour contre les attaques de déni de service et c'est un WAF en fait. Comment t'as dit ça? Excuse. Un WAF, Web Application Firewall. En gros, c'est une petite protection. Sinon, sensibilisation, que ce soit les users non techniques, de se rappeler justement de la sécurité. Et souvent, quand on start une compagnie, on est tellement dans le jus, on fait 50 heures, vos devs, ils sont sous l'eau, mais allouez-leur du temps pour qu'ils se forment et qu'ils restent up-to-date. C'est eux qui vont faire votre code, fait que pensez à leur donner du temps pour ça. Est-ce que ton partner, ton employé et ou toi faites des tests physiques de pénétration des fois, le genre que vous allez dans un bureau ou d'une startup puis vous essayez de pogner le laptop à quelqu'un? Startup, on se l'est pas encore fait demander. Physique, pour l'instant, la grande majorité des compagnies québécoises sont pas rendues là encore en PME parce que c'est des budgets extra là quand tu fais là-dessus. Mais on s'est fait demander récemment, Nicolas est allé dans une école pour aller voir s'il pouvait aller dans la salle des serveurs ou autre. Insane. C'est funky ça. C'est funky. Ouais, là, ça devient genre du spy shit, là, un peu. Ouais, tu sais, on a quand même des lettres qu'on appelle des cartes out of jail, là, qui sont signées par le client si jamais la police viendra débarquer, genre, s'il vous plaît, je suis payé pour faire ça, ne m'embarquez pas. C'est trop drôle. Si jamais un moment donné vous en avez des histoires de même puis que tu veux revenir les compter en anonymisant le tout, là, moi c'est le genre d'affaire que je trouve bien intéressant aussi. Alors, on commence à en avoir une petite coupe, là, je pourrais t'en donner, ou même des applications. Ah, cool. Des fois on nous arrive des histoires, c'est juste le volet NDA, il faut qu'on anonymise suffisamment bien. Là. Fait que, mettons, quel genre de compagnie, là on approche de la fin de notre petit talk, là, puis moi, quel genre de compagnie SaaS devrait vous contacter, là, puis pourquoi, si t'avais à le résumer, maintenant. Mais de base, forcément, je veux dire toutes les compagnies qui sont assez avancées un minimum, parce que la sécurité, c'est important. Et aussi, je sais qu'on a parlé justement de conformité pour avoir des investisseurs, des clients.
On oublie quand même une raison aussi pas négligeable par rapport à ça. Ça vous tente sûrement aussi de pas avoir de breach de votre app tout court, là, parce que on l'oublie un petit peu souvent, on est vraiment en train de répondre à des pressions extérieures, mais pouvoir dormir la nuit en savant que tes données clients sont pas dans la nature demain matin, et comme tu disais, quand ça devient un problème, malheureusement, ça devient le seul et unique problème. Donc rendez-vous pas là. Mais surtout, c'est dans des domaines, effectivement, qui sont plus touchés, que vos clients vous challenge. Et attendez même pas ça, là. Tu sais, quand t'es capable d'embarquer et de dire, hey, dès le début, la sécurité, on en prend soin, vous allez gagner des cartes. Certaines compagnies le voient, hein, le conformité versus on a la culture de cybersécurité pour vrai. Puis mettons, là, on catch un petit peu ta vibe, ton expérience, même chose pour ton partner, on a l'impression de catcher avec quel genre de monde on va travailler, puis ça va être quoi la vibe, mais pour gérer un peu les attentes peut-être, là, côté prix ou temps, pour amener de la valeur puis régler une coupe de bobos ou prévenir une coupe de bobos, t'as-tu des fourchettes de prix à lancer, mettons, un peu dans les airs pour les founders ou les CTOs? C'est au contraire à forfait que chaque application est différente, c'est plein de paramètres. Je peux quand même donner une ordre d'idée que vous sachiez. Je dirais que pour une application SaaS, désolé pour la grosse fourchette, on va être pas mal souvent entre 7 et 15 000. Okay. Qu'est-ce qui change? La complexité de ton app. Il y a des apps qui sont des monstres, forcément tu vas mettre beaucoup de temps pour tester. Et un bon moyen de gager, c'est le nombre de endpoints que tu as, par exemple. Si tu as 600 endpoints ou 60, on s'entend dessus que ça va pas être le même temps de test, ce qui va avoir un impact que justement si tu es multi-tenant ou pas. Que quand tu as plusieurs tenants, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir est-ce que je peux passer d'un tenant A à un tenant B. Ce que je devrais pas, mais forcément ça prend plus de temps. Et le nombre de rôles aussi qu'on va tester dans l'application. Parce que oui, on essaie de break le login quand il y en a un, si on ne veut pas se register tout seul. Mais ce qu'on veut aussi voir, c'est est-ce que si je suis un patient dans une clinique, est-ce que je pourrais avoir accès à de l'info d'un autre patient? Est-ce que je peux escalader mes privilèges? Est-ce que je peux partir avec de la data, supprimer des choses qui ne sont pas à moi? Et dépendamment des types de rôles aussi, ça va être ça. Typiquement, mettons, Cindy, il y a quelqu'un qui, mettons, une founder ou un founder SaaS qui t'écrit après avoir vu ça, là. C'est quoi le processus de onboarding puis de commencer à aller tester la sécurité d'un SaaS? Tu long, genre? Pas tant. C'est sûr qu'il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres. Comme n'importe quel business, on va avoir un calendrier de production différemment. Mais généralement, le process, on se parle. Best case scénario, on peut avoir une démo de l'application ou des accès tests pour filer là. Ça nous donne une bonne idée de combien de temps on va mettre à faire ça. Okay. Généralement, le processus qui est long, c'est la signature, parce qu'on lance plein de projets tous, etc. Donc, le temps de revenir au pentest, ça peut prendre du temps, mais en quelques semaines, c'est bouclé. Malade. Puis je trouve ça super intéressant, puis je pense qu'il y a n'importe qui est sérieux à propos de commercialiser son app, puis pas juste d'avoir un checkpoint ou un chapitre genre lever du cash ou aller chercher une compliance pour avoir des gros clients, devrait prendre le temps de checker, au moins une conversation, ça coûte rien. Là. Non, on est déjà à donner des free, des conseils gratuits. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a eu une rencontre avec quelqu'un, il n'y a rien de signé. Nick lui a envoyé un courriel après avec « Hey, j'ai checké ton code, voici, c'est rapidement, vite de même, checker telle affaire, ce serait un bon deal. » On est là pour aider pour vrai, je dirais. C'est pas un pitch de vente. Et aussi, une des valeurs qu'on a et qui revient beaucoup dans nos enquêtes de satisfaction, c'est notre no bullshit policy. On va te dire la vérité. Ouais, on va te dire les choses, on va pas essayer de raconter n'importe quoi pour te vendre de quoi. Et ça m'est déjà arrivé de dire à des compagnies, genre, t'es pas rendu à un pentest. OK. Voulant dire, genre, comme il y a trop d'autres problèmes à régler avant même de faire ça. Ouais. OK. Ou genre, tu commences par mettre les choses droites et reviens plus tard parce que tu vas gaspiller ton 10 000 $. Ouais, parce qu'on va pénétrer facilement. Tu regardes l'application, t'es genre, ouais, corrige ça et on y va après, si tu veux bien. Mais nous, un peu de challenge. Fait que si le monde veut vous écrire, puis jaser avec vous, puis checker ce qu'il y a à faire là-dessus, c'est votre site web, c'est yak.one, fait que c'est yack.one, yak.one. Yes. Dites que c'est ça se passe qui vous envoie d'ailleurs, si vous avez fait ça ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis sinon, si le monde veut juste pigner toi pour soit pick ton brain ou te poser 2-3 questions, Cindy Felt sur LinkedIn, c'est OK qu'on te reach out là. Ben oui. Puis c'est CYNDIE FELTZ, Cindy Feltz. C'est compliqué, mais l'avantage, c'est qu'il n'y en a qu'une, fait que c'est facile de trouver. Voilà. Écoute, je suis vraiment reconnaissant de ce talk-là, de cette petite collabo-là. C'est un sujet qui est comme intimidant, je trouve, quand tu connais pas ça puis que t'es pas technique. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est genre chaleureux, crinqué, passionné, puis qui est comme... je sais pas, je trouve que ça rend ça plus accessible puis concret. Fait que merci d'avoir pris le temps de nous éduquer puis de faire ça avec nous autres.
Et merci pour ça se passe. Et je trouve ça beau ce que tu fais de la communauté, justement, d'aider, de mettre de l'avant les startups. C'est Ça... important. Je pense Ben qu'on oui, ça me s'entraide fait plaisir. C'est important qu'on s'entraide tous. C'est vraiment une super belle opportunité. C'est pour ça qu'on voulait embarquer aussi. On veut contribuer à ça. Ben c'est malade, j'apprécie puis je te remercie. Je t'en souhaite une bonne fin de journée, Cindy. Yes, merci, toi aussi. Bye.